Bonjour Hortense. Bonjour Julien. Merci d'être venu nous voir ici à Rennes. Nous, Archiport, on fait du logiciel pour les architectes et les maîtres d'œuvre. Et là, on voulait changer un petit peu nos contenus et puis essayer d'apporter, parler de sujets qui nous tiennent à cœur chez nous, donc la biodiversité, l'écologie. Et on trouvait ça intéressant de te faire venir pour que tu puisses nous parler de ton métier. On parle souvent de dépenses énergétiques, d'émissions de carbone, dans le domaine du bâtiment, mais assez peu de la biodiversité. Et on s'est dit que c'était vraiment un sujet qui était intéressant de pouvoir mettre en lumière et que tu puisses nous en parler. Donc si tu veux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais. Ouais, bonjour, je m'appelle Hortense Serré, en fait je suis écologue de formation et ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la recherche, le conseil et la formation sur les sujets de biodiversité. Donc, je suis docteur en écologie du Muséum et j'ai travaillé pendant quelques années dans une société de conseil en immobilier où je m'occupais particulièrement d'intégrer les enjeux de biodiversité dans les projets immobiliers et dans les projets urbains. Et pourquoi la biodiversité, c'est un enjeu crucial dans la BTP ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises du BTP ont des impacts vraiment directs sur la biodiversité. Parce que, comme tu sais, quand tu construis un projet, tu peux le faire parfois sur des zones qui sont naturelles ou sur des zones où il y a de la végétation, des animaux, des écosystèmes. Et un projet va impacter directement ces milieux. Soit parce qu'ils vont détruire directement des habitats. Donc, par exemple, quand tu construis une route, tu construis... tu vas mettre du béton sur une zone, mais ça peut aussi fragmenter des espaces. C'est-à-dire que les espèces qui avaient l'habitude de passer dans la forêt vont avoir une barrière qu'elles vont plus pouvoir passer. Donc en fait, l'immobilier a des impacts directs en termes d'occupation des sols, d'artificialisation des sols, de fragmentation des milieux. Donc les espèces ont de plus en plus de mal à se déplacer. Et donc, vu qu'elles ont de plus de mal à se déplacer, elles ne peuvent pas se reproduire. Et donc, le flux génétique, si tu veux, s'appauvrit. Et donc, ça appauvrit finalement le pool génétique des populations. Donc ça peut être problématique. Voilà. Et aussi, le bâtiment est très consommateur de matériaux. Aujourd'hui, il faut savoir que dans un projet immobilier, la plupart des impacts sur la biodiversité sont liés aux matériaux de construction, donc à l'extraction, la transformation et le transport des matériaux. Donc le monde du BTP a vraiment beaucoup d'impact sur la biodiversité et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux climat. Souvent, les enjeux climat-biodiversité peuvent être liés, par exemple, le béton, c'est très émetteur de CO2 dans sa transformation. Et si tu devais faire un constat aujourd'hui de l'état du BTP, de l'état des constructions et de comment la biodiversité est impactée aujourd'hui par les méthodes d'aujourd'hui, ça serait quoi, quel constat tu ferais ? Je trouve finalement depuis 10 ans, ça s'est un petit peu amélioré, mais là je donne des cours à Sciences Po à l'école d'urbanisme et je ressortais récemment un petit ouvrage qui s'appelle Bâtir pour la biodiversité, qui avait été fait par Nature Paris à l'époque, donc qui est maintenant l'agence régionale de la biodiversité. Et j'étais assez étonnée parce que c'est un ouvrage qui date de 10 ans et qui pourrait quasiment être réédité aujourd'hui sans rien changer, parce que c'était bien fait, mais en fait, on se rend compte qu'il y a la réglementation qui pousse les acteurs à prendre ces enjeux en compte. La loi biodiversité de 2016, par exemple, elle a changé un peu le regard de certaines entreprises ou de maîtres d'œuvre sur ces enjeux-là. C'est-à-dire que maintenant, systématiquement, il faut intervenir des écologues en amont des projets pour évaluer les enjeux biodiversité, être sûr qu'il n'y a pas d'espèces protégées, etc. Et mettre en place des mesures pour éviter et réduire les impacts négatifs du projet sur la biodiversité. Donc il y a une prise de conscience globale, mais comme on voit, donc ça s'arrange pas beaucoup en ce moment pour la biodiversité. Il y a toujours des espèces qui sont en déclin à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, par exemple, t'as le rapport de l'IPBES. Donc l'IPBES, c'est un petit peu le GIEC de la biodiversité, qui a identifié les grandes causes d'érosion de la biodiversité. Et la première cause d'érosion de la biodiversité, c'est la destruction des habitats naturels et le changement d'usage des sols. Et là-dessus, en fait, donc au niveau mondial, c'est principalement l'agriculture. Mais par exemple, si on regarde au niveau européen, c'est beaucoup l'urbanisation. Et l'urbanisation, c'est quoi ? C'est de la construction
de logements, de bâtiments, etc. Et je crois qu'en France, en 2023-2022, sur le portail France Artificialisation des sols, on remarque que c'est 60% de l'artificialisation des sols en France, c'est de la construction de logements neufs. Donc voilà, le logement neuf a un gros impact sur l'artificialisation des sols. Ok, et du coup pour toi, ton travail, ça consiste en quoi en fait, quand tu interviens sur ces projets-là, des projets de construction? Alors vu que j'ai plusieurs missions, donc les missions d'écologue, c'est vraiment intervenir en amont des projets pour identifier les enjeux écologiques. C'est-à-dire, on va aller regarder quelles sont les espèces, la faune, la flore, qui utilisent l'espace, et on va regarder spécifiquement s'il y a des espèces protégées. Par exemple, aujourd'hui, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Quasiment tous les reptiles sont protégés. Donc il y a juste la grenouille verte qu'on a un petit peu le droit de chasser rapidement, mais pas trop. Voilà, tous les reptiles sont protégés. Donc même les petits lézards, le lézard des murailles est une espèce protégée. Donc en fait, nous, notre travail, ça consiste à aller faire des inventaires. Donc on écoute les oiseaux, on prend des photos de papillons, on regarde s'il y a des lézards, des reptiles, etc. Et on va faire un inventaire le plus exhaustif possible de toutes les espèces qui sont présentes. Et on va se demander ce qu'elles font sur le site. Donc est-ce qu'elles se reproduisent sur le site? Est-ce que c'est juste une halte migratoire? Est-ce que potentiellement ça peut être des zones d'hibernation? Est-ce qu'il y a par exemple des arbres avec des micro-cavités qui peuvent être utilisés par des oiseaux, des chauves-souris, etc. Donc on va regarder les enjeux écologiques du site. Est-ce qu'il y a des espèces protégées? Donc par exemple, quasiment tous les oiseaux aussi sont protégés en France. Donc dès que vous avez la mésange, les mésanges bleues, les mésanges charbonnières, les moineaux sont toutes des espèces protégées. Donc on regarde combien il y a de couples. Est-ce que c'est des espèces aussi dont les effectifs sont en chute libre dans la région? Donc on va évaluer un petit peu les enjeux en termes de patrimonialité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des espèces rares, etc. Et en termes de fonctionnalité écologique, c'est-à-dire est-ce que l'espace constitue une zone vraiment importante pour que l'espèce puisse faire l'ensemble de son cycle biologique. Ça va durer combien de temps cette étude? Il y a des études, alors on a différents types de diagnostics. Parfois on nous demande des diagnostics flash, c'est-à-dire on va regarder, on fait juste une visite rapide pour se dire ok, voilà les grandes typologies d'habitat, voilà les potentialités du site en termes d'amélioration, etc. Ça c'est souvent pour des projets en exploitation. Mais pour par exemple des projets qui sont soumis à études d'impact, on demande des études 4 saisons. Donc ça c'est toute une année. C'est-à-dire que pour un maître d'ouvrage, il faut anticiper qu'on va avoir le résultat de nos inventaires au bout quasiment d'un an. Parce qu'il faut avoir les 4 saisons, parce que les espèces peuvent utiliser le site à différents moments de l'année pour différentes phases de leur cycle biologique. Donc voilà, donc ça c'est des choses vraiment à anticiper. Et en fait, théoriquement, dans la loi, si tout était bien fait par les architectes ou les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent en compte les enjeux écologiques d'un site et qu'ils mettent en place des mesures qui visent à éviter et réduire l'ensemble des impacts négatifs potentiels. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de ce qu'on appelle le zéro perte nette de biodiversité. Et donc, on évalue les impacts. On se dit, ok, si on conserve cette haie, si on conserve ces arbres, on va pouvoir totalement éviter un impact qui détruirait un habitat ou qui casserait la connectivité écologique. Donc on prend des mesures pour éviter justement les impacts négatifs. Si malheureusement le projet ne peut pas tout éviter, ce qui est souvent le cas, on va prendre des mesures qui visent à réduire ces impacts. Donc là, on va se dire comment on peut reconstituer, on va dire, des habitats pour les espèces qui sont présentes, qui vont être un petit peu embêtées pendant la phase de travaux, aussi pendant la phase d'exploitation. Donc on va se dire, ok, s'il y a des chauves-souris, on va faire particulièrement attention à la pollution lumineuse, par exemple. On va essayer de mettre des nichoirs, des gîtes intégrés dans les façades. Pour les oiseaux, on va recréer des haies, des zones de buissons, on va replanter des arbres. Voilà. Donc l'idée, c'est de recréer des conditions favorables pour des espèces qu'on a pu observer avant. Donc le projet, théoriquement, un projet architectural doit un peu s'adapter aux enjeux biodiversité, tout comme le projet paysager.
Donc dans le projet paysager, on va accompagner aussi les paysagistes pour planter les bonnes espèces d'arbres, d'arbustes, créer des strates végétales qui correspondent aux besoins des espèces de la région, par exemple. Et dans la loi, c'est marqué dans la loi qu'on ne doit pas impacter la biodiversité quand on fait un projet de construction. Alors, c'est les espèces protégées. Effectivement, il y a des réglementations, des arrêtés qui protègent les espèces. Et en fait, une espèce protégée, c'est l'espèce qui est protégée, mais c'est aussi, et plus particulièrement, son habitat. Par exemple, si vous avez, un oiseau juste dans un arbre, si vous rasez tout et que vous gardez l'arbre et que vous construisez tout autour de l'arbre, ça va pas beaucoup aider l'oiseau. Donc en gros, c'est un petit peu son habitat aussi qu'il faut conserver. Et donc on n'a pas le droit de détruire les nids, détruire les œufs, détruire directement les animaux. On n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de chasser. Par exemple, s'il y a un gîte, une colonie de chauves-souris sous une toiture, vous n'avez pas le droit de les chasser à coups de balai, en leur disant allez, hop, c'est parti. Donc, en fait, la plupart des particuliers ignorent que, par exemple, toutes les chauves-souris sont protégées, mais c'est vraiment, donc c'est dans la loi, Donc on a le droit de les déranger. La loi s'applique à tout type de projet, quel qu'il soit. Exactement, ouais. Que ça soit, si vous êtes un particulier, vous avez des chauves-souris dans votre plafond, je vous conseille d'aller appeler une association qui va pour vous dire exactement quoi faire en fonction de l'espèce qui est là, ou d'appeler des écologues. Mais en général, les associations locales savent quoi faire et ils sont assez forts en termes de pédagogie et ils vont pouvoir trouver des partenaires pour vous aider à évacuer gentiment les chauves-souris ou en fait, surtout, ne pas les déranger pendant les périodes hyper clés. C'est-à-dire, ils vont vous dire, ok, là, pendant cette période-là, il ne faut surtout pas faire telle ou telle action, parce que sinon, vous risquez de totalement déstabiliser la colonie et voire tuer toute la colonie. Et dans les projets de construction, toi, tes interlocuteurs, c'est plutôt qui, le maître d'ouvrage, l'architecte? Comment ça se passe? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être différents acteurs. Je travaille parfois directement avec des paysagistes qui me font intervenir pour valider, entre guillemets, une palette végétale ou l'améliorer sur des enjeux écologiques. Je travaille parfois directement avec des architectes qui, par exemple, visent une labellisation. Vous avez un label qui s'appelle Biodiversity qui vise à intégrer la biodiversité à plein d'étapes du projet. Donc là, il faut vraiment travailler finement avec les architectes. Et dans ce label, il faut vraiment adapter le projet architectural et paysager aux enjeux. Donc en fait, c'est valorisé. Et après, ça peut être des maîtres d'ouvrage plus globalement, des promoteurs directement, voilà. Et sur le label, ça donne droit, c'est plutôt pour l'image ou ça donne droit à quoi ces labels sur la biodiversité? Alors ces labels, c'est beaucoup une question d'image. Par exemple, des grosses foncières, en fait, ça vient aussi pour leur donner des indicateurs de performance sur la prise en compte de la biodiversité dans leurs projets. Par exemple, des grosses foncières qui sont soumises à la réglementation européenne, la CSRD par exemple, ils vont devoir montrer qu'ils mettent en place des indicateurs de performance et qu'ils font des actions concrètes pour la biodiversité. Et donc dans ces cas-là, ça leur permet de dire voilà, on a dans notre portefeuille d'actifs, on a X projets, X pourcentage de projets qui ont un label dédié à la biodiversité. Donc en fait, ça vient un petit peu dans leurs indicateurs, dans leur KPI biodiversité. Il y a pas mal sur l'image aussi, ça compte. Et aujourd'hui, dans les PLU, il y a pas mal de villes. Donc vous avez par exemple la ville de Paris, Paris, je suis pas sûre, mais vous avez Pantin, vous avez Chevilly-la-Rue, certaines villes dans les PLU, pour toute nouvelle construction, elles imposent un label Biodiversity. Donc ça, c'est un driver aussi. Donc vous avez certaines villes qui vraiment qui imposent d'avoir ce label-là. Dans le PLU. Voilà, dans le PLU, parce que ça fait partie de leur stratégie biodiversité de la ville ou le plan biodiversité, des choses comme ça. Quand tu vois, quand tu te balades sur les chantiers, quels impacts les chantiers sont les plus importants sur la biodiversité? Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu fais une construction d'un immeuble ou d'une maison,
qu'est-ce qui va le plus impacter la biodiversité? C'est beaucoup, quand on fait un chantier, c'est comme son indique, c'est un chantier, donc on détruit, en fait, on va détruire beaucoup tout l'habitat, le sol. En fait, souvent on creuse dans le sol, donc il y a toute la partie vraiment chantier qui va être de déblayer, etc. Et puis après, il y a le bruit, donc la pollution sonore, c'est un vrai sujet pour les oiseaux, pour pas mal d'espèces. Vous avez parfois, ça dépend de la taille des chantiers, c'est toujours pareil, mais les pollutions sonores, la pollution lumineuse, les poussières que ça peut générer, les vibrations, les engins qui passent, etc. Donc en fait le chantier lui-même peut générer pas mal de nuisances. Mais c'est toujours pareil, ça dépend d'où est le chantier. Si c'est un chantier en plein milieu d'une zone très naturelle, forcément il y a potentiellement beaucoup plus d'impact qu'un chantier en plein milieu d'une ville où il n'y a pas beaucoup d'espèces végétalisées autour. Donc ça dépend où c'est localisé. Donc toi tu penses à la fois à la conception du projet, à son intégration, mais aussi il y a plein d'actions à mettre en place pendant la phase de construction, pour quand même à la fin que tu gardes des habitats, mais qu'en plus, que tu as fait fuir tous les animaux qui étaient là avant. Au final, tu as quand même impacté la biodiversité, même si tu as gardé les habitats, quoi. Exactement. En fait, nous, par exemple, on a été sur un petit projet là, de construction de logements étudiants. C'était sur une friche en banlieue parisienne. Et donc les friches en milieu urbain, c'est quand même des environnements qui sont assez riches, parce que c'est les derniers petits spots de nature sauvage en ville, souvent. Et donc... Là, on a réussi à négocier, parce que c'est de la négociation, pour vraiment garder une bande de ronciers. Alors le paysagiste au début, il a un petit peu il a crié au scandale, et quoi, vous allez garder des ronces, mais c'est terrible. Parce que nous, on a prévu nanana, je dis oui, mais bon, vous avez un accenteur mouché qui est là, c'est une espèce qui est un peu en déclin en Île-de-France, ça serait sympa de garder quelques espaces. Et donc, on a un peu négocié, et donc finalement, on a réussi à vraiment, donc ça c'était valorisé en mesure d'évitement, donc on a évité un impact direct, par exemple sur cet oiseau, et on a fait une première visite de chantier quand ils avaient commencé à déblayer, et en fait on s'est rendu compte que l'accenteur mouché, il était toujours là. Donc c'est une petite victoire, on était assez contents de voir qu'il y avait un couple. Donc sans doute ils se sont reproduits là la première année. Bon là on est retourné cette année, le chantier a pris beaucoup d'ampleur, donc là je pense qu'ils étaient plus là. Puis bon, c'est difficile à observer quand il y a plein d'engins de chantier qui se baladent. Mais donc ça c'était intéressant. Du coup en phase chantier, donc il y a la destruction des habitats. Mais maintenant dans les mesures en fait de réduction, quand il faut par exemple abattre des arbres ou défricher, on demande au maître d'ouvrage de planifier. La planification des travaux est aussi hyper importante, c'est-à-dire qu'on ne va pas défricher pendant la période de nidification des oiseaux. Donc ça c'est une mesure qui est quasiment maintenant devenue obligatoire, parce que vu que vous avez tous les oiseaux protégés, pendant la phase de reproduction, il faut vraiment... Et donc pareil, dans des phasages de travaux, il faut anticiper le fait qu'il faut démarrer les travaux vraiment, on va dire fin février, mi-février, dernier délai, quoi. Parce qu'après, vous pouvez reprendre qu'à partir du mois d'août ou mois de septembre. Et ça c'est avec le conducteur de chantier que tu gères ça, ou avec le maître d'ouvrage? Ouais, les maîtres d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage plutôt, ouais. Parce que c'est eux qui ont les plannings, en général, les directeurs de projet, c'est eux qui ont une vision un peu globale des plannings. Donc tu as la partie planification pour impacter le moins les espaces pendant qu'ils sont en train en période de reproduction, etc. C'est ça. Et tu as aussi dans les méthodologies d'intervention sur le chantier, il y a des méthodes plus ou moins gênantes ou plus ou moins dérangeantes pour la biodiversité, dans la manière de construire ou est-ce que tu as des moyens d'action là-dessus, ou en fait, au final, tu n'as pas vraiment de moyens d'action? En fait, si. Alors, j'avais un projet pour lequel j'avais travaillé où c'était au Vésinet, c'était pour la construction du parc Princesse. Et en fait, ce parc s'est fait dans des bois qui étaient autour de l'ancien hôpital qui date de Napoléon. Et donc, c'était vraiment des boisements un peu vieux. Et parfois, il y a pas mal d'espèces protégées, dont le grand capricorne, qui est un gros coléoptère. Voilà. Et donc là, en fait, pour essayer de défricher le moins possible, on est allé avec un géomètre et ma stagiaire de l'époque, on est allé identifier tous les arbres à cavité. C'est-à-dire qu'on a pris des points GPS, on les a marqués en disant attention, ne pas détruire, quoi. Et donc finalement, ça nous a pris pas mal de temps. On a gardé le plus possible des zones, par exemple des bois, des petits boisements un peu jeunes.
voilà, où on s'est dit là il y a un potentiel intéressant, donc on a vu ça avec la paysagiste, et donc on a vu une cartographie, et en fait l'architecte a inséré les bâtiments entre les arbres. C'est-à-dire qu'on a identifié les arbres à garder, on a fait une carto, et à ce moment-là, l'archi a dit ok, ben là je peux mettre un îlot ici, etc., etc. Donc on a construit le projet autour des arbres. Donc ça c'est vraiment en partie conception. Et par exemple dans la partie conception, c'est pareil, on va essayer de construire. Alors souvent le problème c'est que la programmation elle est déjà en tête de nos clients avant qu'on passe. Mais par exemple s'ils mettent un immeuble en plein milieu d'une zone humide, on va leur dire là ça serait en fait, ce qui serait intéressant, c'est que cet immeuble ne soit pas là, ou en tout cas, là, il faudrait décaler, en tout cas, tel bâtiment, telle infrastructure, parce qu'il y a un enjeu écologique très fort à cet endroit. Donc nous, l'idée, c'est d'identifier les enjeux écologiques du site pour pouvoir organiser le projet de manière à avoir le moins d'impact possible. Tu fais plus d'anticipation pour avoir moins besoin de faire de l'évitement, enfin de la compression ou de l'évitement. C'est ça, exactement. Okay. L'idée, c'est d'éviter au maximum. Et ça, en fait, c'est demandé aussi par la loi. C'est-à-dire que l'autorité environnementale demande de montrer qu'on a fait le maximum pour éviter. Et dans l'évitement des impacts, il y a vraiment, en tout cas, la mesure phare, c'est éviter de détruire, éviter la destruction directe d'habitat. Et c'est quoi les plus gros freins aujourd'hui ? C'est un manque de compétences, un manque de sensibilisation, de la maîtrise d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre sur les projets qu'on voit. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus d'intention mise sur la préservation de la biodiversité? Tu penses que c'est juste parce que les gens n'y pensent pas, ou parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, ou parce que c'est quoi pour toi Alors, moi en fait mes clients y pensent, donc du coup j'ai peut-être un regard un peu biaisé, parce que maintenant dans des process de grosses structures, c'est vraiment maintenant ils savent qu'il faut systématiquement envoyer des écologues. Donc, en fait, avant la conception. Ouais. En fait ils font la conception en même temps, quoi. Disons que c'est voilà. Mais c'est vrai que dans le timing, il y en a quand même beaucoup qui pensent déjà à la conception et puis après qui vont vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc effectivement, les sujets ne sont pas très bien anticipés, souvent, mais ils savent qu'il faut faire passer un écologue. Donc maintenant, je trouve que, en tout cas, parmi les clients que j'ai, forcément, vu qu'ils m'appellent, ils sont au courant qu'il faut faire passer un écologue. Mais à mon avis, il y en a beaucoup aussi qui commencent à faire passer des écologues parce qu'ils sont soumis à études d'impact. Donc là, c'est réglementaire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui passent un peu, qui ne sont pas soumis à la réglementation, donc qui ne sont pas soumis à études d'impact, études 4 saisons, enfin études d'impact globales, qui intègrent les volets faune flore, et en fait qui ne savent pas que les espèces, par exemple, que tous les oiseaux sont protégés. Donc par exemple, des petits projets immobiliers, même des projets de particuliers, par exemple, ne sont jamais soumis à évaluation environnementale. Donc, mais ils peuvent avoir quand même des gros impacts sur la biodiversité. Et donc là, c'est un petit peu la politique du pas vu, pas pris. Malheureusement, voilà, c'est pas vu, pas pris, quoi. On interdit, on sait que la règle, sur l'autoroute, on n'a pas le droit de rouler à 130. Bon, maintenant, si on roule à 240, c'est risque et péril. Mais voilà. Il y a vraiment ce truc aussi où effectivement il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais ça serait impossible de tout contrôler. On ne peut pas aller vérifier dans chaque maison s'il n'y a pas une colonie de chauves-souris, s'il n'y a pas des moineaux dans les façades, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup de la sensibilisation, de la pédagogie qu'il faut faire derrière. Et tu trouves que les architectes et les maîtres d'œuvre sont assez sensibilisés à la biodiversité aujourd'hui ? Je dirais encore, ça dépend lesquels. Mais oui, ceux qui travaillent sur des gros projets, je pense qu'ils sont de plus en plus sensibles et sensibilisés parce que en fait, dans les concours, par exemple, il faut répondre à des attentes, souvent de villes, etc., où mettre en avant ces sujets, ça peut faire la différence. Donc, proposer des projets qui intègrent plus de nature, c'est aussi on va dire un levier par rapport aux occupants des bâtiments. On sait qu'aujourd'hui, en ville, la nature nous fait du bien. Donc il y a ce qu'on appelle la biophilie, c'est les effets restauratifs de la nature. Donc mettre plus de nature dans des bureaux, dans des bâtiments, dans des logements, il y a un effet très positif sur la santé physique et mentale des occupants. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet stratégique de mettre plus de nature dans les projets. Et ça peut être différenciant, quoi. Et tu nous parlais tout à l'heure des ronciers, là où
Du coup, les plus gros freins, c'est plutôt des freins culturels liés à avoir un roncier juste à côté de chez soi, ou plutôt des freins réglementaires, plutôt des freins économiques. C'est quoi aujourd'hui les plus gros freins pour favoriser la biodiversité sur les chantiers ou dans les projets architecturaux? Alors, je dirais c'est souvent que l'architecte ou le paysagiste, il a en tête un projet qui va être souvent, on va dire, esthétique, ou il a envie de faire son projet un peu esthétique, et effectivement laisser un gros roncier en plein milieu d'un jardin paysager, c'est pas forcément l'idée qu'avait le paysagiste à la base. Donc en gros, soit le paysagiste il est un petit peu sensible à ces enjeux, et on va lui expliquer, voilà, ici, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est toujours un peu de la négociation, mais l'idée, c'est pas que nous, on vienne en donneur de leçons en disant votre projet, il est pas terrible pour la biodiversité, il faut me changer tout ça, etc. Donc l'idée, c'est vraiment et nous, on n'a rien à dire sur le côté, on va dire, esthétique, on est vraiment là pour apporter une expertise, on va dire, fonctionnelle, d'écologie fonctionnelle. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler les projets ensemble. Donc il y en a qui sont réceptifs et qui disent « Ah, trop bien, on va travailler ensemble », puis il y en a qui ne sont pas du tout réceptifs et qui nous disent « Ah là là, il nous embête, cet écologue, ils veulent totalement nous faire changer notre projet, c'est terrible ». Nous, on voyait des super belles façades réfléchissantes, ils nous ont dit que tous les oiseaux allaient faire des collisions dessus, donc dommage. Mais du coup, voilà, en fait, c'est ce genre de conversation qu'on peut avoir. Par exemple, sur les vitres réfléchissantes, on leur dit, là c'est hécatombe de Piaf pendant X années, quoi. Donc là, on leur dit, attention, là, vous allez avoir des oiseaux qui vont venir se cogner et... Donc vous êtes un peu, vous venez essayer de convaincre à la fois la maîtrise d'ouvrage, à la fois les archis, à la fois les paysagistes. Vous êtes en train de vous pousser sur tous les côtés, quoi. Ah oui, il faut vraiment, oui, c'est ça. En fait, on est vraiment en égo et parfois on est un peu en bataille. On est un peu en bataille parce que, par exemple, sur des villes, alors des personnes, des élus qui sont pas hyper sensibles au sujet, quand on leur dit qu'on va mettre des détecteurs de chauves-souris, moi je me suis vue vraiment m'énerver en réunion, à taper du poing sur la table parce que y a l'élu qui nous dit non mais attendez, si vous mettez des enregistreurs ici, on va bien en détecter des chauves-souris. Je dis ouais, c'est le but. Ouais, mais vous faites tout pour nous embêter, nanana. Ils pensent que nous, on est là un petit peu. En fait, il y a beaucoup de confusion entre les écolos et les écologues, et donc ils pensent que, des personnes. Il y a pas mal de confusion sur. Nous, on est des écologues scientifiques. On fait de l'écologie scientifique. On n'est pas là pour prendre. On n'est pas des militants. Et donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les espèces, comment le projet peut peut les impacter d'un point de vue de la conservation de la biodiversité et d'un point de vue garder la fonctionnalité écologique. On n'est pas là pour dire le projet il est bien ou il n'est pas bien. Mais voilà, donc du coup, on se confronte parfois à des élus qui n'ont pas trop envie qu'on vienne regarder ce qu'il y a. Votre seul rapport de force, finalement, c'est la réglementation et la loi. Elle est assez restrictive pour que vous puissiez faire votre travail et avoir un poids réel sur la maîtrise d'ouvrage et sur les normes d'ordre, où la loi elle est finalement assez flexible, ce qui fait que vous êtes toujours obligé de batailler, mais qu'au final, le dernier mot, c'est la maîtrise d'ouvrage qui l'a. Ouais, en fait, alors la réglementation, ça nous aide, on va dire, parce que ça nous donne un argument fort. Mais en fait, il y a un sujet un peu global qui, en fait, l'autorité environnementale n'a pas le temps concrètement. Il manque de moyens. Ils n'ont pas le temps de vérifier tous les dossiers. Donc, on voit de plus en plus des dossiers où les mesures sont pas forcément hyper ambitieuses, donc les mesures d'évitement, et en fait, on voit que ça passe. Moi, je me suis vue parfois limite alerter le client parce qu'il y avait plein de moineaux. Le moineau en Île-de-France, il faut savoir que c'est une espèce qui est devenue vulnérable. À Paris, par exemple, il y a moins 70% de la population de moineaux en 10 ans. Et donc, c'est une espèce vulnérable. Donc, qui dit une espèce vulnérable, donc ça, c'est des listes rouges qui sont produites par l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, voilà.
Et donc, en fait, qui dit espèce patrimoniale dit normalement demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées. Et donc moi, je me suis vue alerter mon client, attention, vous avez plein de colonies de moineaux, machin. Et l'autorité environnementale qui me dit oui, bah, c'est pas très grave. Et en fait, nous, on est toujours un peu en porte-à-faux parce que toutes les régions ont des politiques différentes en matière de protection. Donc un coup, là, le moineau en Île-de-France, par exemple, c'est une espèce patrimoniale, et ils nous disent ouais, ça va, c'est pas trop grave en fait. Et puis voilà, dans une autre région, on va même pas trop les regarder. Donc en fait, la réglementation, elle nous aide, mais voilà, je pense qu'implicitement, ils disent bon, embêtez peut-être pas trop non plus les promoteurs, etc. Parce que il faut aussi construire les projets, etc. Donc en fait, ça va être vraiment là où il va y avoir un sujet, c'est vraiment pour les très gros projets. Par exemple, les gros projets éoliens, les projets, on va dire les projets d'infrastructures routières. Mais bon, voilà, on voit encore que dès que finalement il y a des biais, parce que dès que un projet passe en intérêt général, bon bah finalement, les enjeux écologiques passent vraiment en seconde priorité. Donc ça, alors le levier en tout cas principal, moi ce que je verrais, c'est plutôt là où ils ont peur, c'est les assos. En fait, le fait qu'il y ait c'est vraiment on va dire le risque réputationnel, le risque qu'il y a l'image. Ça joue pas mal. L'arrêt du chantier peut-être aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Des recours. Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a certains projets qui, en fait, si la population locale est contre le projet, en général, c'est vraiment le côté environnemental qu'on vient regarder en premier. C'est-à-dire, est-ce que en fait, ils ont bien vu qu'il y avait toutes les espèces protégées? Parce que là où on peut venir attaquer un projet, c'est le premier truc en général qu'on regarde. Et là, en fait, maintenant, il y a pas mal d'associations d'écologues, de naturalistes, qui font des double checks. C'est-à-dire que vous êtes le bureau d'études, vous êtes payé pour faire des cas de saison, pour faire quelques observations. Mais je veux dire, si vous passez 4-5 fois sur une zone, vous avez quand même de grandes chances de ne pas tout voir tout le temps. Et donc là, forcément, vous avez une armée de naturalistes qui arrive, ils vont forcément trouver des trucs que vous n'avez pas vus, parce que vous n'avez pas eu le temps forcément de tout voir. Donc à ce moment-là, vous avez des recours qui ont lieu en disant « Ah, tac, tiens, le crapaud calamite, vous n'aviez pas vu qu'il y avait telle espèce sur votre zone. » Et donc là, vis-à-vis de la loi, vous n'avez pas fait de demande de dérogation pour destruction d'habitat de cette espèce-là spécifiquement. Et donc on peut venir vous attaquer et bloquer totalement le projet. Et en termes d'image, ça coûte très cher. Vous avez des projets, par exemple, qui ont été faits en Île-de-France, là, qui étaient commencés à construire. Vous avez eu une grosse mobilisation citoyenne, de naturalistes, etc. Et finalement, le projet est abandonné. Même si le maître d'ouvrage, vous avez acheté le terrain, etc. En fait, vous n'avez pas checké que vous aviez des gros enjeux à la base. Donc en fait, il faut aussi savoir quel terrain on achète. Souvent, sur les concours, pareil, les communes, ils n'ont aucune idée s'il y a des enjeux écologiques sur leur site. C'est-à-dire qu'ils disent tiens, bon là il faut qu'on construise un truc, bon il nous reste là le petit bout de forêt au fin fond, au bout de la commune, là, on va faire un concours, tac tac, et donc vous avez tout le monde qui répond. Sauf que, pareil, ça m'est arrivé aussi, on m'a contacté en me disant tiens, on a eu un courrier de la LPO, comme quoi, a priori, il y aurait un couple de pie-grièches écorcheurs, c'est grave, docteur. Et on dit oui, là moi je pense que vous ne devriez pas y aller parce que c'est des espèces qui sont hyper patrimoniales, qui sont en déclin, qui sont hyper protégées. Et vous avez une connaissance du terrain. S'il y a la LPO qui est passée, qui connaît ça, pour aller compenser un habitat d'espèces comme ça va être très compliqué. Donc en fait finalement les associations, elles font un peu le rapport de force. Exactement. Finalement, elles ont presque plus d'impact que la réglementation et les contrôleurs, quoi. Ouais, complètement. Oui, parce que pareil, les contrôleurs, ils n'ont pas le temps de contrôler en fait. Ils n'ont pas le temps et puis ils se fient aussi au dire à l'expertise de l'écologue. Et c'est vrai que nous, on a un rôle qui est un peu compliqué parce que c'est notre client. Ouais. C'est les maîtres d'ouvrage qui nous payent pour qu'on leur dise qui vont avoir un problème. Donc, alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais personne m'a jamais demandé de dire tiens, tu pourrais dire que tu l'as pas vu, ce serpent un petit peu rare et tout ça. Donc moi, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que j'ai eu des échos de collègues ou de confrères
à qui ça peut arriver que quelqu'un dise ça on pourrait peut-être l'enlever, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et puis à la fois, vous êtes payé pour pouvoir faire des études et faire en sorte que le projet ait le moins d'impact, etc. Mais en fait, le contre-pouvoir, c'est normal que ce soit. Enfin, vous ne pouvez pas être des deux côtés, quoi. Eh ben, Vous pouvez être le client de la maîtrise d'ouvrage et à la fois le contrôleur de la maîtrise d'ouvrage. Enfin, ouais, vous avez un rôle de conseil. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais nous, on doit être garant que le projet respecte la loi. Enfin, et c'est notre rôle aussi d'avertir le client quand il y a un risque réglementaire. C'est vraiment notre rôle. Donc ça lui plaise ou pas, quoi. Et souvent, c'est sûr que ça leur plaît pas. Hein, ça leur plaît pas trop. Et puis j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit non, mais vous savez, moi j'ai des copains chasseurs là, votre Alouette Lulu, vous inquiétez pas, on va s'arranger. On dit ah oui, super. Donc c'est pas, C'est comme les arbres, une fois qu'ils sont coupés, ils sont coupés. Quoi. Voilà, après, c'est ça. On va pas les recoller. Quoi. On va pas les recoller. Quoi. Tout à l'heure, tu nous parlais des matériaux. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, par exemple, si moi je suis maîtrise d'ouvrage et que je dois faire des choix pour mes bâtis, est-ce que dans le choix de mes matériaux, quels sont les impacts? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que je peux faire moi pour avoir un impact en tant que maîtrise d'ouvrage? Sur les matériaux, c'est encore assez compliqué. En fait, on a des grandes catégories de matériaux où on peut connaître à peu près les pressions que ça génère. Par exemple, le béton, c'est très émetteur de CO2. Donc sur la partie contribution au changement climatique, ça va être assez fort. Vous pouvez avoir aussi toutes les carrières de granulats. Par exemple, qui vont aller chercher des graviers pour faire du ciment, du béton, ça peut totalement modifier l'hydrologie locale, parce que c'est des gravières, quoi, concrètement. Donc en fait, ce qui est, les principaux enjeux des matériaux, ça va être la méthode d'extraction. Les méthodes d'extraction, de transformation des produits. Je dirais que au plus proche, c'est le mieux. Et alors en France, on a entre guillemets toujours encore la réglementation. Donc les carriers, en fait, ils sont assez avancés sur le sujet de la biodiversité parce que depuis très longtemps, ils doivent remettre en état, voire améliorer l'état d'origine, quoi. Donc depuis 20 ans, en fait, les premières études d'impact, c'est beaucoup les carriers qui en ont fait. Et donc, souvent, en fait, c'est assez contre-intuitif, mais par exemple, une carrière peut, quand elle ferme et qu'elle est réhabilitée, créer des habitats qui sont beaucoup plus intéressants à la fin que ce qu'il y avait au début. Parce que ça crée par exemple des falaises, ça crée des zones humides. Donc si on replante les bonnes plantes, qu'on fait le truc bien, ça peut vraiment créer des habitats hyper intéressants et voire même plus intéressants que ce qu'il y avait à l'origine. Donc ça c'est un point. Alors après ça n'enlève pas toutes les perturbations qui ont lieu pendant l'exploitation. Parce que pendant l'exploitation, encore une fois, il y a des camions qui passent, il y a des poussières, etc. Donc ça n'enlèvera pas ces impacts-là. Mais une fois que l'activité s'arrête, ces pressions s'arrêtent et on va dire qu'une recolonisation est possible. Donc ça c'est le premier point. Sur le bois, c'est vraiment un sujet hyper délicat parce que on entend beaucoup dire que le bois c'est vraiment super, c'est un matériau écologique, etc. Alors certes, c'est bien du point de vue CO2, enfin du point de vue carbone, parce qu'un bâtiment bois, ça émet alors ça dépend de la manière dont on calcule, mais ça peut entre 40 et 70%, on va dire, ça peut économiser entre 40 et 70% d'émissions. Mais pour la biodiversité, c'est pas forcément le cas, parce que ça dépend beaucoup de comment le bois est exploité. Si le bois il est issu de grosses coupes rases en plein milieu du parc naturel du Morvan, l'impact sur la biodiversité il peut être extrêmement conséquent. Donc ça dépend vraiment de où le bois est exploité. Est-ce qu'il est dans une zone d'intérêt écologique ou à proximité d'une zone d'intérêt écologique? Et est-ce que c'est du prélèvement un peu ponctuel, on va dire. Alors un chêne centenaire, c'est très beau, et donc pareil, ça peut nous fendre le cœur de le couper, mais à la limite, si on coupe juste un arbre et qu'on coupe quelques chênes sur 1 hectare, on ne déstructure pas l'écosystème forestier. C'est-à-dire que y a d'autres chênes qui vont pousser, on fait de la lumière, etc. Donc ça permet de garder, on va dire, l'écosystème forestier, mais encore une fois, il faut aussi garder ce qu'on appelle des îlots de vieillissement. Donc si on coupe quelques chênes, on garde, on se dit tiens, ce chêne-là, il a déjà des trous, on voit qu'il y a des insectes qui sont dedans, on voit que, il peut y avoir une chouette, des chauves-souris qui nichent. On va garder ce qu'on appelle des micro-habitats pour la biodiversité.
Tout ça, on va dire, c'est un peu de l'orfèvrerie, c'est-à-dire qu'on prélève vraiment des arbres un peu ponctuellement en s'assurant de maintenir les fonctionnalités écologiques de la zone. Mais quand vous faites des grosses coupes rases, là, il y a tout qui y passe et pour peu que vous replantiez un peu de la monoculture, là, c'est terrible. Et comment tu fais en tant que maître d'ouvrage pour savoir, ou en tant qu'archi, pour savoir d'où vient le bois et comment il a été c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Justement, c'est un sujet que je suis un peu en train de travailler aussi avec des partenaires. Et on voit même, par exemple, des entreprises, alors qui ne sont pas forcément des architectes, mais par exemple, des entreprises qui utilisent le bois pour faire des jouets en bois. Eux, c'est une grosse prise de tête pour essayer de tracer. Parce que finalement, le bois, il arrive dans une série. En fait, il y a tellement d'intermédiaires que c'est hyper difficile de retracer finalement d'où vient exactement l'arbre, de quelle forêt. Alors, on peut avoir la région, on peut savoir à peu près quand même d'où ça vient au niveau régional, mais c'est il faudrait remonter presque exploitant par exploitant, parce que même les exploitants qui ont des labels FSC, PEFC, ça garantit pas du tout. Alors ça garantit un petit peu, qui sont au moins obligés de replanter. Donc c'est un petit peu aussi comme toujours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, des exploitants qui sont très sérieux, qui ont une fibre, on va dire écologique et qui ont envie de faire les choses bien pour la forêt, etc. Mais il y en a d'autres, ils sont là pour exploiter du bois, quoi. Donc ça dépend vraiment de comment le bois est exploité. Et malheureusement, le label ne garantit pas forcément toujours des bonnes pratiques. Par exemple, les labels PEFC ou FSC, on peut faire des coupes rases jusqu'à 10 hectares et être quand même labellisé. Donc 10 hectares de coupes rases, c'est quand même beaucoup. On vous dit oui, c'est bien de garder des petits îlots de vieillissement. Donc il y en a qui le font. Mais il y a une petite astérix en bas à gauche qui disait ouais, mais si c'est pas assez grand, c'est pas grave. Et on peut quand même être labellisé. Donc en fait, ces labels, c'est bien, hein, et heureusement qu'ils sont là parce que voilà. Mais ils garantissent pas. En tout cas, moi de ce que j'ai pu voir, hein, peut-être que maintenant je peux me tromper, mais en tout cas sur le papier, le label en lui-même, si on regarde un petit peu entre les lignes, il garantit pas une exploitation forcément vertueuse pour la biodiversité. Les gros impacts sont vraiment sur le gros œuvre. C'est sur ces aspects-là que tu vois le plus gros levier. Ouais, la charpente, le gros œuvre. Après, encore une fois, c'est très difficile à quantifier parce que, par exemple, tu peux avoir peu de matériaux, par exemple tous les isolants aussi. Peu de matériaux qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Et en fait, à quantifier, c'est hyper difficile en fait. Parce que c'est difficile. Donc sur l'isolation, par exemple, tu as des choix à faire plus ou moins vertueux. Ouais, par exemple, tu peux choisir. Par exemple, maintenant, tu as pas mal de choses qui se font en matériaux recyclés. Je veux dire, des habits recyclés, des choses comme ça. Alors, j'ai pas d'idée forcément des coûts. Est-ce que ça a forcément des coûts beaucoup plus élevés ou pas? Mais en fait, il y a des options. L'isolation paille, a priori, ça marche quand même super bien. Alors oui, ça fait des gros murs, mais quand on regarde un petit peu les résultats ou des retours d'expérience, c'est des gens qui ne chauffent quasiment pas chez eux l'hiver et qui sont pas non plus dans le sud, quoi. Donc il peut y avoir des matériaux isolants hyper intéressants et totalement issus de réemploi, recyclage, qui peuvent être vraiment super bien. Tu nous parlais tout à l'heure de la partie du label, du label là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les bénéfices sur un projet de bâtiment ou de logement sur le label que tu nous parlais tout à l'heure? Ouais, le label Biodiversity. Ouais. Alors là, il y a la nouvelle version qui vient tout juste de sortir. Alors j'ai pas eu le temps de mettre totalement le nez dedans, donc j'ai pas tous les éléments précis. Mais en fait, c'est un label qui permet vraiment de prendre en compte la biodiversité sur toutes les étapes de vie du projet, d'un projet immobilier. Donc dans la philosophie du label, c'est vraiment adapter le projet architectural et paysager aux enjeux liés à la biodiversité. Donc c'est vraiment ça. Donc ça permet de justifier qu'on a pris en compte ces enjeux dans toute la vie du projet, quoi. Et aussi bien après en exploitation, etc. Et maintenant, dans ce nouveau label, il y a par exemple des points qui sont liés spécifiquement aux matériaux. Ok. Tu peux nous donner des exemples un petit peu de quelles sont quelles exigences ils peuvent avoir sur ce label-là? En fait, tu dois bien, par exemple, faire une étude écologique
Donc même si tu n'es pas soumis à réglementation, tu dois, ça c'est un des prérequis du label, d'avoir fait passer un écologue, d'avoir fait un diagnostic écologique avant le projet, et où tu vas avoir les enjeux, l'état initial, un état des lieux et l'état initial, les enjeux écologiques, définir des espèces cibles qu'on a envie de favoriser pendant le projet. Voilà, d'avoir, on va dire, un projet architectural qui intègre un peu d'éléments biosourcés, enfin des matériaux biosourcés par exemple. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Toute la partie. Alors il y a aussi des aspects sur l'engagement. L'engagement du maître d'ouvrage, c'est-à-dire est-ce que le maître d'ouvrage affiche des engagements vis-à-vis de la biodiversité? Est-ce qu'il a une politique biodiversité? Est-ce qu'il a une stratégie biodiversité? Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, d'engagement du maître d'ouvrage. Et après, il y a toute la partie, le projet en lui-même. Est-ce que le projet intègre des éléments? Donc, est-ce que par exemple, il y a des toitures végétalisées, des murs végétalisés, des éléments biosourcés, un projet paysager, la taille aussi des espaces verts par rapport au bâtiment. Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a différentes strates? Est-ce qu'il y a des espaces accueillants pour la biodiversité? Dans la dernière version, dans la version du coup, qui vient d'être modifiée, il y avait tout un calcul de potentiel écologique, c'est-à-dire un calcul avant-après. Est-ce que ce qu'on a après, ça permet d'améliorer ce qu'on avait avant, en gros, avec un calcul sur la taille des espaces et la fonctionnalité un petit peu des espaces. Et spécifique à ce label, il y a toute la partie qu'est-ce que le projet apporte en termes de reconnexion à la nature des occupants. Donc est-ce qu'on a des vues sur la nature depuis les fenêtres? Est-ce qu'il y a des zones où on peut se promener? Est-ce qu'on peut se poser dans l'herbe, etc. Donc comment le projet en fait recrée des expériences de nature à l'échelle d'un bâtiment? Et est-ce que par exemple il y a des potagers? Est-ce qu'on a accès à des petites zones de potager ou des choses comme ça? Sur la gestion de l'eau, ça intègre aussi? Enfin, c'est un critère important sur les projets immobiliers? Oui, complètement. Ouais. C'est par exemple là, est-ce que les projets vont être arrosés? Est-ce que ça va avoir? Est-ce qu'il y a de la récupération d'eau? Est-ce que vous avez des noues paysagères? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent justement de gérer l'eau à la parcelle? Par exemple, la phytoépuration ou des choses comme ça. Super. Il y a aussi toute la partie comment est-ce que l'exploitation, parce qu'après on peut faire un super beau projet paysager sur le papier, mais si on se dit regardez, on va faire des super prairies, des super haies sauvages machin, et que en fait la pelouse elle est tondue toutes les 2 semaines, que les haies sont tondues au cordeau tous les mois. En fait, si on met des produits phyto, ça va pas marcher en fait. Donc l'exploitation, si on met plein de lumière mal orientée. Par exemple pour les chauves-souris, dans le label il y a vraiment attention, il faut faire attention à la pollution lumineuse, il faut pareil à tout ce que je disais tout à l'heure là, sur la réflexion des vitrages, être sûr que les vitres qu'on utilise n'excèdent pas 15% de réflectance ou quelque chose comme ça, pour éviter que les oiseaux viennent se cogner dedans. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qu'il faut regarder. C'est un label qui est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits aujourd'hui avec ce label-là? Alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je pense qu'on doit être, pas loin de 500 projets. Et c'est le seul label? Alors qui intègre autant la biodiversité. Alors en France, oui. Vous avez un autre label qui vient des États-Unis, qui s'appelle le Living Building Challenge, qui est aussi un label très ambitieux du point de vue, on va dire biodiversité, mais assez global. Et après, dans les labels traditionnels type BREEAM, vous avez une petite partie faune-flore, qui est assez légère, mais qui a le mérite d'exister. Et dans le HQE, donc ça c'est le label français, haute qualité environnementale. Vous avez toute une partie bâtiment durable où il y a aussi des critères un peu liés à la biodiversité, mais ça reste, c'est assez léger quoi. Mais en tout cas, le Biodiversity, c'est le seul, en tout cas en France, qui est vraiment dédié à la biodiversité totalement. Tu as des exemples de projets que tu as suivis ou que tu as vu voir le jour ou qui était vraiment qui a été ambitieux et qui a été mené à terme avec la maîtrise d'ouvrage, où tu t'es dit à chaque fois, tu es sur ce projet-là, il y a eu vraiment un maintien ou voire un upgrade de la biodiversité sur le lieu? Alors moi personnellement, j'ai pas travaillé sur. Alors si j'ai suivi un peu des projets comme ça. J'en fais un peu moins de ce label, mais oui, j'ai vu des projets intéressants.
Pour l'instant, j'ai pas eu d'effet waouh sur un projet particulièrement. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment d'aborder le sujet au sein des équipes. Donc voilà. Et si tu avais des archis, des maîtres d'œuvre, tu as des recommandations, les trucs, les 10 choses à se dire, bah tiens, quand vous faites un projet, que ce soit de la maison individuelle, que ce soit du tertiaire, du petit collectif, des choses pratico-pratiques où ils pourraient se dire, bah tiens, là, en appliquant déjà ça, je vais déjà essayer de limiter au maximum mes impacts. Il y a des petites règles d'or à penser en tout cas à chaque fois. Oui, bah, typiquement, dès qu'il y a un arbre, des éléments structurants du paysage, genre des haies, des arbres, bon, bah, déjà, on peut se dire qu'il y a des oiseaux forcément qui nichent dedans. Des grandes haies, ça, il faut essayer de les garder au maximum. Et puis, bah, tout bêtement aussi, c'est que si on fait de la rénovation, aller vers des projets plutôt de rénovation sur de l'existant, on aura forcément moins d'impact, même en termes d'artificialisation, que si on construit sur des projets sur des zones naturelles ou des zones non artificielles, quoi. Donc déjà, rénover l'existant, ça permet de limiter les impacts. Alors après, ça dépend comment on rénove, parce que sur la rénovation, par exemple, sur la rénovation des façades, il y a pas mal d'enjeux sur tous les oiseaux qui nichent par exemple dans des fissures ou dans des cavités. Donc vous avez un enjeu moineaux, mésanges, chauves-souris quand vous faites de la rénovation de façade. Parce que si vous avez des oiseaux qui nichent là-dedans, ils sont protégés la plupart du temps. Donc alors il n'y a que les étourneaux par exemple, eux ne sont pas protégés, donc eux c'est ok si... Voilà, mais en gros... regardez, est-ce qu'il y a des zones de nidification pour des espèces? Est-ce que, par exemple, vous avez une mare? Une mare égale souvent grenouille. Ou, voilà. Est-ce qu'il y a il peut y avoir des animaux qui nichent dans les toitures, sur les façades? Voilà, donc prendre ces éléments-là un petit peu en compte et en fait se dire comment je recrée des conditions pour que ces espèces-là retrouvent des conditions favorables. Retrouvent des habitats pour loger, se nicher, se reproduire, etc. Ils ont des moyens d'action pour essayer de... parce que finalement, les architectes ont aussi un rôle de conseil auprès de la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que ils ont un intérêt à pousser ça? Enfin, comment ils ont des leviers aussi pour pousser la maîtrise d'ouvrage? C'est souvent la maîtrise d'ouvrage qui pousse l'architecte ou c'est l'inverse? Alors, je dirais que ça dépend de l'un et de l'autre. Et soit c'est une maîtrise d'ouvrage qui a qui a par exemple une politique biodiversité, où ils disent, nous, dans notre politique, on s'est donné un objectif de, zéro artificialisation nette. Donc, il va pousser l'archi à dire, attention, nous, dans le cadre de notre politique biodiversité, on s'est engagé à prendre telle et telle action. Donc, il faut que les archis fassent des projets qui répondent à ces enjeux. Ou parfois, ça va être des archis qui sont très impliqués, qui ont envie de faire des trucs un peu disruptifs pour la biodiversité, qui vont dire non mais nous, notre vision c'est ça, et donc qui vont pousser en fait les maîtres d'ouvrage à changer peut-être leur vision d'un projet ou des choses comme ça. Donc ça dépend vraiment de qui est moteur, quoi, mais ça peut être les deux. Et pour toi, le meilleur levier, c'est presque le PLU au final. Complètement. On en revient toujours un peu à la politique de la ville, c'est-à-dire une qui pousse, par exemple, qui impose des labels au niveau, par exemple, de son PLU, de nouvelle construction, ça pousse forcément à prendre en compte ce sujet. Un PLU qui ne donne pas des nouvelles zones à construire, qui va se dire, on garde ces zones-là pour la biodiversité, pour créer, on va dire, des espaces de gestion des eaux pluviales, des îlots de fraîcheur, par exemple. Aujourd'hui en ville, c'est quand même, on sait qu'il va faire de plus en plus chaud. Garder des friches urbaines, ça peut être un enjeu stratégique. Et en termes de valeur monétaire, on va comparer peut-être, un prix au mètre carré à tous les services rendus par un îlot de fraîcheur en milieu urbain.
comment on va quantifier, enfin ça va être hyper difficile de le quantifier parce que le prix au mètre carré on le connaît, c'est facile, mais de se dire finalement peut-être que cet îlot de chaleur il va éviter à je sais pas quelques personnes de se sentir mal l'été, ça va rafraîchir, il va y avoir des chauves-souris qui vont lutter contre la prolifération de moustiques. Donc en fait évaluer monétairement les services rendus gratuitement par la nature, ça peut être parfois très difficile. Parfois c'est facile. Donc il y a des économistes qui se mettent là-dessus et qui arrivent à dire la pollinisation c'est 500 milliards de dollars par an. Ok. Il y en a qui disent par exemple sur les chauves-souris, il y a une étude aux États-Unis, non c'était en Australie, qui a montré qu'une colonie de chauves-souris elle évitait 64 millions de dommages à une exploitation de coton. Parce qu'en fait, elle venait manger les papillons qui ravagent les cotons et ils ont réussi à estimer que ça permettait d'éviter 64 millions de dommages. Donc ça leur fait, donc on peut dire que la colonie de chauve-souris, entre guillemets, vaut 64 millions de dollars annuels, donc c'est pas mal quand même pour une colonie de chauve-souris. Et donc en fait, c'est hyper difficile après de se dire comment on évalue les valeurs comme ça de la nature, c'est un sujet philosophique quoi aussi après. Je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Pour conclure, tu as un petit message à transmettre aux gens du BTP, aux acteurs du BTP, architectes, maîtres d'œuvre, même aussi à maîtrises d'ouvrage? Je dirais qu'il faut s'intéresser au sujet. Formez-vous en interne. Et puis, il faut sans doute, recréer du lien. Souvent, là, avec tous les enjeux qu'il y a en termes de réglementation, de la CSRD, etc., moi, je vois beaucoup de consultants qui débarquent aussi sur le sujet biodiversité, qui ne sont pas forcément écologues. Le fait d'avoir un pied sur le terrain, ça permet de se rappeler que quand même la biodiversité, là on parle de papillons, d'oiseaux, de sol, de fonctions écologiques, on parle de trucs hyper concrets. Et maintenant, la biodiversité, ça devient un peu de la data. On se dit, ouais, on va réduire telle pression, on va réduire ci, on va réduire ça, donc peut-être ça va avoir un impact. Mais en fait, on mesure jamais vraiment l'impact des actions. À part les seuls impacts qu'on peut mesurer, c'est souvent sur le terrain en fait. C'est de se dire avant, après, c'est quoi la différence? Donc c'est ça l'impact qui peut être positif comme négatif, négatif comme positif. Écoute, tu as des ressources que tu pourrais, sur lesquelles tu pourrais s'appuyer, les archives, les maîtres d'œuvre pour... Il y a beaucoup d'ouvrages, le petit document dont je parlais tout à l'heure, la bâtir en favorisant la biodiversité, c'est intéressant. Il y a la LPO qui vient de sortir un guide aussi rénové pour la biodiversité. Il y a l'Agence régionale de la biodiversité qui a sorti un ouvrage sur la renaturation, les objectifs de renaturation. Alors c'est en Île-de-France, mais il y a vraiment beaucoup de fiches techniques. Par exemple, bâti et biodiversité, il y a des fiches techniques sur comment faire une toiture végétalisée, comment faire un mur végétalisé. Par exemple, des villes comme Paris ont plein de fiches sur comment végétaliser les bâtiments. Donc, comment on remet plus de nature dans la ville. Donc il y a beaucoup, il faut les regarder, mais vraiment sur les parties bâti biodiv, il y a beaucoup de choses. Il y a tout un courant aussi qui s'appelle le biophilic design, ça c'est hyper intéressant. C'est aussi comment on recrée des expériences de nature à l'échelle d'un bâtiment. Donc ça c'est des travaux de Robert Wilton, Joseph Kellert, c'est super intéressant. Voilà, donc c'est un peu ça, et puis s'intéresser, faire appel à des écologues pour aller voir les enjeux écologiques de sites, prendre un réflexe en fait de se dire est-ce que j'ai un risque d'espèce protégée ou pas. Donc souvent en fait il y en a qui marchent un peu au bâton, c'est-à-dire on leur vend le truc en leur disant il faut absolument que vous identifiez vos risques, et puis il y en a qui marchent plutôt au cœur, c'est-à-dire on va vous aider à améliorer, à prendre en compte ces enjeux-là pour votre projet, ce qui va donner de la valeur à votre projet, qui n'est pas qu'une valeur et qui peut être aussi une valeur économique. Parce qu'un projet qui est plus beau, qui a plus de nature, etc., peut-être qu'on va pouvoir mieux le valoriser, on va dire aussi économiquement. Et après, ça vient chercher, on va dire, des envies de chacun, quoi. Est-ce que vous êtes un archi qui a envie de prendre en compte ces sujets, qui a envie de progresser sur le sujet, qui est curieux, qui s'intéresse, qui va aller regarder, est-ce qu'il n'y a pas des matériaux différents qu'on peut utiliser. Après tout ça, une question de un peu envie personnelle. Et en fait, la biodiversité, c'est un sujet qui donne beaucoup de joie.
enfin qui est hyper mobilisateur dès qu'on s'y intéresse et quand on voit qu'il y a des trucs qui marchent. Bah, c'est hyper motivant parce que nous, par exemple, qu'on a vu notre accenteur, alors c'est pas grand chose, hein, mais on s'est dit ah mais trop bien, ça a marché quoi, on a conservé ces ronciers pour une espèce. Alors l'accenteur, il se rend absolument pas compte de toute la prise de tête qui a été faite juste pour qu'on lui conserve un petit endroit. Mais en fait, pour nous, c'est c'est des petites victoires quoi. Alors c'est pas grand chose, c'est vrai qu'on se contente de peu. Parce que on n'a pas trop le choix, mais on est toujours content. Donc c'est un sujet qui est hyper mobilisateur, qui apporte de la joie. Merci. Si on a besoin de te contacter ou on a un projet immobilier, c'est comment on fait pour te contacter ou pour te trouver? Mon entreprise, elle s'appelle Nabi Écologie. Donc Nabi, N-A-B-I, ça veut dire coréen, non, ça veut dire papillon en coréen. Et écologie avec un Y, c'est le petit côté international. Mais du coup, vous pouvez me trouver sur nabiécologie.fr. J'ai un site, sur LinkedIn aussi s'il y a besoin. Et voilà. Super. Merci beaucoup Hortense d'être venue nous voir en Bretagne pour cette interview. C'était super chouette. Je te remercie de m'avoir invité. Et puis au plaisir de se revoir sur les chantiers. Alors. Ça marche. Merci. Merci beaucoup.